On en parle. Vendredi dernier, le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, accusé par des dizaines de femmes d'inconduite sexuelle depuis la parution le 5 octobre dernier d'une enquête du New York Times, a été inculpé à New York pour un viol commis en 2013 et une fellation forcée en 2004. Étape cruciale dans le combat mené par les femmes pour faire reconnaître légalement les inconduites sexuelles et petite révolution portée par le mouvement MeToo, né, rappelons-le, au lendemain des accusations contre Harvey Weinstein. Le sociologue et philosophe français Raphaël Liogier, auteur de plusieurs essais dont Le mythe de l'islamisation et professeur au Collège international de philosophie de Paris, vient de faire paraître Descente au cœur du mal. De quoi MeToo est-il le nom? Et nous le joignons à l'instant dans notre studio de New York. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, Raphaël, vous écrivez d'emblée dans cet essai qu'avant d'écrire ce texte, inspiré par les témoignages des femmes avec le mot-clic MeToo, vous avez eu un doute. Je vous cite. « Parce que je suis un homme, européen, citadin, occidental, nanti, blanc, hétérosexuel, comme tous les hommes qui sont présents sur ce plateau aujourd'hui. Hein, il pourrait faire partie de ce groupe. Donc, a priori, non discriminé. Ma parole n'est peut-être pas légitime. » Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée, visiblement, Raphaël Liogier? Ce qui m'a fait changer d'idée, c'est que je me suis rendu compte qu'au fond, je n'allais pas parler des femmes, mais que j'allais parler du regard des hommes sur les femmes, puisque en réalité, c'est ça le problème. Donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça la question. C'est pour ça que dans un sens, je pourrais dire que c'est mon livre le plus personnel, parce qu'il a fallu que en même temps, j'ai travaillé sur la question de la différence homme-femme, la question du flirt, qui m'a toujours intéressé du point de vue sociologique et anthropologique. Puis, il y avait l'actualité, c'est le deuxième registre. Puis le troisième registre, c'est aussi ma propre sexualité et mon propre regard. Donc, c'est descente au cœur du mal, mais une descente au cœur de ma malitude à moi aussi. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant dans cet essai-là, très personnel. Vous l'avez dit, on vous trouve dans un autre ton là, que celui que vous avez employé pour le mythe de l'islamisation, pour lequel on s'était parlé d'ailleurs en 2012. Vous explorez d'abord les conséquences qu'a eu le mouvement MeToo aux États-Unis, où, rappelons-le, plusieurs hommes de pouvoir sont tombés, bien sûr Weinstein, mais on pourrait ajouter Louis C.K., Matt Lauer, Charlie Rose. En Angleterre, vous rappelez qu'il y a eu des démissions, celle du vice-premier ministre Damien Green et du secrétaire à la Défense Michael Fallon. On pourrait vous dire qu'au Québec, des hommes comme Gilbert Rozon, Éric Salvaille, Gilles Parent, Sylvain Archambault ont fait face à des allégations d'inconduite sexuelle. Mais en France, et vous l'écrivez, presque rien, à part 5 femmes qui ont accusé l'islamologue Tariq Ramadan d'inconduite, d'agression sexuelle. Il est emprisonné d'ailleurs depuis déjà plusieurs mois. Comment expliquer qu'en France, Balance ton porc, qui est l'équivalent de MeToo, n'a pas eu le même effet qu'au Canada, en Angleterre ou aux États-Unis? Raphaël Liogier. Alors c'est vrai que c'est assez étrange quand on observe la situation française, et puis d'autant plus que avec le cas de Tariq Ramadan, c'est intéressant parce que on a immédiatement, c'était en novembre que l'affaire a vraiment éclaté, oui. En novembre dernier, et on a immédiatement dit c'est une question d'islam, c'est parce que il y a une inégalité qui est prônée par le Coran, etc. C'est toujours une façon de se dédouaner, de se déculpabiliser, de dire c'est pas nous, les autres c'est pire, c'est peut-être un problème américain, c'est peut-être un problème, etc. Ça, je crois que c'est une caractéristique française. Mais néanmoins, vivant une partie de mon temps aux États-Unis depuis 2 ans, je me suis rendu compte que dans les 2 cas, à la fois le cas français et le cas américain, on se trompait sur le sens profond de MeToo. C'est ça, en fait, c'est ça la véritable raison d'écriture du livre. C'est quoi le véritable sens de MeToo, à votre avis? Si vous voulez, quand en France, on nous explique qu'on va plus pouvoir flirter tranquillement à la française, la Dolce Vita, etc., tout ça, Et puis, aux États-Unis, on a une vision où il faudrait peut-être accroître les règles plus ségrégatives, on sépare les hommes, les femmes, etc. Dans les 2 cas, c'est pas du tout une chasse à l'homme, c'est pas du tout une restriction de la liberté sexuelle. Le premier point dans MeToo, c'est l'idée de la réciprocité. Donc, on met l'accent sur le fait que les femmes puissent dire non, et ça, c'est un point central, puissent dire non et être considérées comme absolument sérieuses lorsqu'elles disent non. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment une volonté claire, c'est pas, elles ne badinent pas, voilà. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est moins souligné, c'est qu'elles veulent aussi pouvoir dire oui. Pouvoir dire oui même immédiatement dans des conditions qu'on attribue d'habitude aux hommes, sans avoir un regard d'homme qui les dégraderait. Et ça,
c'est un point qui est vraiment fondamental. C'est pas du tout une chasse à l'homme, c'est la réciprocité dans le comportement et c'est bien évidemment la question de ce qu'est un corps de femme. Voilà. Ça, on en parle pratiquement jamais. Ça, c'est très intéressant dans l'ouvrage parce que vous rappelez jusqu'à quel point le corps de la femme est devenu assez rapidement dans l'histoire de l'humanité ce que vous appelez une marchandise. Au service du capitalisme, le capitalisme est venu plus tard, mais de tout temps, rappelez-vous, la femme a été un objet de convoitise, de désir, d'assouvissement, réduite souvent à l'esclavage d'ailleurs, vendue, battue, et plus tard, bien sûr, et là, évidemment, on a plein d'images, devenu cet objet vendu littéralement, ou en tout cas mise en scène, mise en marché dans le monde actuel. Quand est-ce qu'on a commencé à considérer le corps de la femme comme un objet, Raphaël Yogi? Je crois que c'est à peu près ce que nous disent les paléoanthropologues, c'est à peu près le néolithique. Il y avait déjà l'infériorisation des femmes au paléolithique, bien antérieure, mais au néolithique, on va dire, aux alentours, c'est toujours difficile quand c'est très lointain, mais entre 20 000 et 5 000 ans, on va dire 15 000 ans, on a commencé à considérer le corps des femmes comme un objet de jouissance, mais de jouissance au sens sexuel, mais de jouissance aussi au sens du droit de propriété, quand on parle sur le plan notarial de jouir d'un bien. Et donc, puisque la femme était l'objet exclusif de la jouissance masculine et que l'homme construisait sa virilité dans la possession de la femme et que sa conception de la possession, c'était la pénétration au sens sexuel, c'est pour ça qu'on dit « je te prends », c'est incroyable que la langue soit porteuse directement de cela. En sens inverse, les femmes ont été privées de cette jouissance. C'est pour ça que dans certaines sociétés, on les a excisées physiquement. Mais moi, je prétends que, au-delà même de la simple excision physique qui est pratiquée dans certaines sociétés, en fait, l'ensemble des sociétés, de façon universelle, ont excisé moralement, mentalement et culturellement les femmes. C'est-à-dire, elles ont fait du retrait des femmes, de la, comment dire, les sociétés organisées l'oublient de la jouissance des femmes pour qu'elles l'intériorisent elles-mêmes, qu'elles intériorisent même cet oubli de leur jouissance au sens physique, et puis ensuite, évidemment, au sens du droit de propriété, du droit de vote, de toutes ces choses-là. Oui. Vous parlez de la révolution sexuelle à partir des années 60. Vous dites qu'elle a beaucoup plus profité aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Raphaël Yogi? Ce qui me fait dire ça, c'est que je crois que en ce qui concerne l'égalité homme-femme, cette inégalité, elle est tellement profonde, elle est tellement inconsciente, c'est la plus inconsciente, la plus profonde, la plus irréductible de l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas rien, que contrairement à d'autres formes de lutte, on a commencé par l'extérieur, parce que c'était très douloureux. Et donc l'extérieur, c'est les droits abstraits, l'égalité en droit. Et les femmes se sont battues depuis la Révolution française pendant au moins, et les autres révolutions du XVIIIe siècle, la plus célèbre étant la Révolution française, depuis au moins 2 siècles pour l'obtenir. Je rappelle qu'à l'extrême fin du XXe siècle, il y avait encore dans le droit français, mais dans les autres droits des grandes sociétés démocratiques, des inégalités entre hommes et femmes. Ensuite, il y a l'intérieur de la spirale. Il faut appliquer ce droit. Donc, c'est l'égalité qui est plus économique, à revenu, à compétences égales, revenu égal, etc. Et là, les femmes se battent encore. Bien sûr, on n'est pas donné. Voilà, on n'a pas l'équité salariale encore. Oui. Mais la chose est la suivante, c'est que dans les années 70, on a proclamé, ce qui était logique, l'égalité des femmes et des hommes, et aussi du point de vue de leur corps. C'est le fameux slogan du MNF, « Mon corps m'appartient ». Sauf que les femmes n'avaient pas encore une autonomie économique dans leur majorité suffisante pour pouvoir profiter de cette liberté sexuelle. Parce que pour pouvoir jouir librement au sens physique, il faut aussi pouvoir jouir économiquement de l'autonomie. Donc cette jouissance, cette liberté, elle a beaucoup plus profité aux hommes qui, eux, avaient l'autonomie économique et qui pouvaient dire « Ah mais moi, j'ai envie de coucher avec toi. Si tu couches pas avec moi maintenant, c'est que tu es ringarde, c'est que finalement tu es pas trop avancé et j'ai pas à me marier avec toi, j'ai pas à te donner la sécurité que finalement dans l'ancien monde au moins on lui donnait à minima. Ouais. Sauf que maintenant les choses ont changé et c'est ça qui coince et c'est ça le dernier moment parce que beaucoup de femmes et de plus en plus étant autonomes économiquement refusent de négocier leur corps comme si elles étaient seulement l'objet de la jouissance des hommes, mais elles veulent jouir elles, et jouir parfois tout de suite. Et donc on leur dit « Ah, mais vous êtes castratrice, ça va pas, c'est trop, ça va trop loin ». Et depuis 1 an, on a soit les gens qui défendent MeToo, d'un certain côté, puis d'un autre côté, des gens qui disent « Ça va peut-être trop loin ». Mais qu'est-ce qui va trop loin ? C'est quand même l'humanité qui est allée trop loin pendant au moins 20 000 ans.
Ah ça, c'est pas moi qui va vous contredire, certainement. Il y a beaucoup d'arguments, vous les décryptez d'ailleurs, contre le mouvement MeToo. Le plus, disons, solide, le plus récurrent, viennent de certains avocats. Par exemple, des gens qui sont épris de justice, qui disent le danger, c'est qu'on est en train de faire un tribunal populaire, d'accuser des gens sans procès. Vous êtes sociologue, vous êtes philosophe, vous ne pouvez pas non plus être complètement étranger à cet argument-là, Raphaël Liogier. Pourquoi vous le réfutez? Il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, les gens qui disent ça sont juste des gens qui ne sont pas allés voir ce qui se passait dans MeToo. Et moi, le premier, au départ, j'étais pas allé voir et je croyais que c'était ce qu'on racontait dans les médias un peu partout. MeToo, ça a été un certain nombre de dénonciations au début, des gens célèbres, Weinstein, on en a parlé, puis un certain nombre d'autres, des gens qui sont des gens de pouvoir, etc. Et puis très vite, le principe, ça a été l'anonymat. Pas du tout une chasse à l'homme, pas du tout une chasse à la virilité, mais un certain nombre de femmes qui ont fait de cet espace un espace de réalisation, au sens de rendre réel des situations qu'elles avaient vécues et qui leur avaient fait mal et pourtant qu'elles avaient inhibé. C'est cette fameuse zone grise, des femmes qu'on avait plus ou moins forcées, on avait été plus ou moins pushy avec elles, oui. Et elles avaient fait ce que on appelle l'étoile de mer, en disant bon ben voilà, je vais le faire puisque ça voudrait dire que je suis une allumeuse. Voilà. Et donc elles se sont rendues compte de ça, et c'est en même temps un espace de résilience. Un espace de grande responsabilité, pas du tout un espace de vengeance, comme on le dit, pas du tout un espace de chasse à l'homme. Ce qu'on dit autour, la prise en charge par le système judiciaire à l'américaine, à la grosse machine judiciaire à l'américaine, la prise en charge par les médias français, cette espèce de culture française, cette tribune Catherine Deneuve et autres, oui. C'est tout ça. C'est juste ce qu'il y a autour, c'est pas le contenu. Moi, ce que je pourrais dire, ne serait-ce que sur la tribune Catherine Deneuve, par exemple, c'est que le principal défaut, c'est pas qu'il n'y ait pas des choses intéressantes dans cette tribune. C'est juste que c'est hors sujet. C'est zéro parce que c'est hors sujet. À l'évidence, elles n'ont pas lu ce qui se passait vraiment, ce que disent ces femmes dans MeToo. Vous faites l'historique, c'est là que ça devient intéressant, à mon avis, là, de l'éducation sexuelle des hommes à travers les contes de fées. Racontez-nous la version originale de La Belle au bois dormant, Raphaël Liogier. On connaît celle des frères Grimm, qui est un peu adoucie, mais celle de Giambattista Basile, elle est quand même assez étonnante. Elle est tout à fait fascinante, il faut le dire. Oui. Alors, oui, c'est effectivement, avant que ce soit adouci par les frères Grimm, il y a c'est un prince, effectivement, qui va dans la forêt pour chasser. Donc, on voit déjà l'image du prédateur, hein, il va dans la forêt pour chasser. Et il découvre dans un palais endormi, silencieux, une femme qui est endormie. Il tombe, on ne dit même pas qu'il tombe amoureux d'elle, il la trouve à son goût et il la viole. Et il la viole, mais c'est même pas d'ailleurs considéré comme un viol, parce que le viol supposerait qu'on viole sa volonté, mais là il n'y a pas, donc il la viole. Elle dort toujours, oui. Elle ne se réveille pas. Oui. Elle ne se réveille pas. Ensuite, elle tombe enceinte et elle accouche de 2 enfants. Elle ne se réveille toujours pas dans l'accouchement. Enfin, c'est le mythe, mais elle ne se réveille toujours pas. Oui. Voilà, c'est très spectaculaire. Et au bout d'un moment, elle se réveille parce qu'un des enfants qui a faim, en essayant de la tété, lui retire l'épine qu'il avait endormie. Il l'absorbe en quelque sorte. Et là, elle se trouve face à ses 2 enfants. Elle s'interroge même pas pour savoir d'où ça vient, comment, si elle... Non. Elle est tout de suite heureuse de se trouver dans cette situation. Et la morale de l'histoire, c'est que à une femme vraiment vertueuse, le meilleur peut arriver même en dormant. C'est comme ça que finit le conte. C'est la morale. Oui. Quel effet ça peut avoir sur l'imaginaire des hommes, l'imaginaire sexuel? On est des siècles plus tard. Ce conte, quand même, a dû être raconté pour la première fois, peut-être au 14e ou au 15e siècle, Raphaël Liogier. Quel impact ça a pu avoir sur l'imaginaire sexuel des hommes, comme ceux qui sont ici aujourd'hui, avec nous? Oui, ça veut dire que les femmes sont tout le temps quelque part endormies. C'est les hommes qui doivent les réveiller, même les rendre à eux-mêmes. C'est ce qu'on trouve même dans la psychanalyse, puisque Freud nous explique que le désir des femmes est une réaction au désir des hommes. Donc c'est pas un désir qui serait positif en lui-même, etc. Donc comme si elle était toujours cette histoire de, elle est endormie, elle est passive. C'est très exactement ce que j'appelle le capitalisme sexuel. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont des objets passifs. Donc là, l'image, elle est passive, ça veut dire endormie. C'est le maximum possible de la passivité. Et elle a son corps pour elle. Et elle négocie son corps. Elle le négocie éventuellement pour la reproduction et pour donner du plaisir aux hommes. Et les hommes, ils sont là. Ils construisent leur virilité en couchant avec les femmes, éventuellement même avec plus de femmes. Et ils seraient plus virils. Et cette négociation, elle s'est effectuée
encore aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, qu'on a cet imaginaire du chef de service médecin qui est puissant et qui est entouré des infirmières. Et éventuellement, s'il couche avec elle, c'est encore mieux, il est plus viril. Ou le pilote de ligne avec les hôtesses de l'air. Alors maintenant, c'est beaucoup moins ça, c'est devenu moins politiquement correct. Mais il y a une sorte de réaction du mâle, justement, agonisant, qui se sent touché dans sa puissance virile. Et c'est ça, Weinstein. Parce que l'intérêt, ce qu'il y a chez Weinstein, au-delà de ce qui est pénalement répréhensible, le viol, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les structures anthropologiques. C'est-à-dire, c'est un homme qui invite des femmes, en général des stars ou des starlets, des femmes qui ont déjà une certaine force. Il les invite dans sa chambre, c'est-à-dire qu'il veut qu'elles sachent pourquoi elles sont là. Parfois, il les accueille même en peignoir à demi échancré, c'est-à-dire qu'il veut qu'elles sachent vraiment pourquoi elles sont là. Il leur demande de faire des massages, voire de se glisser dans le lit avec eux. C'est-à-dire que ce qu'il veut, lui, c'est même pas de jouir directement du corps de cette femme. Il veut jouir de son pouvoir à travers le corps de la femme. Oui. Et c'est ça le problème, la causalité vraiment du mal. Si vous étiez une femme et vous aviez écrit, je vous lisais ce week-end, Raphaël Logier, le même essai écrit par une femme, elle serait traitée de féministe radicale, là, parce que vous citez d'emblée Simone de Beauvoir, qui a écrit dans le deuxième siècle, nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes, agressif et dédaigneux qu'un homme inquiet de sa virilité. Vous citez aussi l'anthropologue française qui est disparue l'an dernier, Françoise Léritier, qui a écrit que les hommes ont peur de leur impuissance. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Françoise Léritier? Ouais. Alors, déjà, moi, je crois qu'il ne faut pas confondre être radical et être extrême. Là, on est face à une inégalité qui est radicale. Donc, on doit être radical, c'est-à-dire aller à la racine, arracher la racine. Alors, ça fait mal quand on arrache la racine d'un problème. Mais à un moment donné, il faut le faire. Par contre, on peut ne pas être extrême, c'est-à-dire ne pas violenter les gens, pas violenter même leurs fantasmes, à la limite, dans une certaine mesure. Qu'est-ce que veut dire Françoise Héritière ? Ce que veut dire Françoise Héritier, je crois, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est que, sur le fond, quand on observe cette espèce d'acharnement multimillénaire à écraser les femmes, à les diminuer pour se sentir grandi, à construire sa virilité, si je puis dire, non même pas sur le dos, mais sur les fesses des femmes, ce que font les hommes, on se demande quelle peut bien être la raison, si ce n'est de les exclure de la compétition culturelle, sociale, et de les exclure de toute compétition pour leur donner le sentiment qu'elles sont moins fortes. Quand on veut absolument, obsessionnellement, donner le sentiment à quelqu'un qu'il est moins fort, c'est qu'en fait, on le craint. Et quand on observe la définition de ce qu'est une sorcière au Moyen-Âge, une sorcière au Moyen-Âge, c'est une définition qui est simple. C'est juste une femme qui, en âge de procréer, en âge de jouir au sens physique du monde et de son propre corps, n'est ni mariée, ni dans les ordres. Automatiquement, c'est une sorcière. Or, une sorcière, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a des pouvoirs incommensurables et infinis. Donc, c'est l'image, en négatif, du sentiment d'impuissance des hommes face à la puissance de celle qui serait libre. Et donc, le risque que nous courons, je crois, aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes risquent d'être face à face avec leur sentiment d'impuissance littéralement mis à nu, sans toute la culture qu'ils avaient mis autour pour se gonfler, pour donner le sentiment qu'ils étaient plus forts, qu'ils ont des plus grosses voitures, qu'ils sont plus riches, qu'ils sont plus musclés, qu'ils sont plus que tout vous voulez. Ils vont s'apparaître à eux-mêmes, un certain nombre d'entre eux, comme étant ridicules, ou comme étant même complètement dans une sorte de fragilité incroyable, et la réaction, ça peut être du sur-Weinsteinisme ou du Trumpisme, si vous voulez. Ah oui, bon, vous citez Donald Trump. D'ailleurs, vous dites que c'est le dernier mâle alpha. Vous citez Steve Bannon qui aurait dit ça de son ex-patron, l'ex-conseiller de Donald Trump, là, bien évidemment avec sa femme trophée, ses déclarations qu'il ait accumulé les conquêtes, qu'il puisse toucher le vagin des femmes sans aucune conséquence. Vous dites que c'est un chant du cygne. C'est les dernières expressions d'un machisme qui est en train de mourir, en fait. Vous en êtes certain? Qu'est-ce que les hommes vont avoir à faire à partir de maintenant? Parce que c'est pas tous les hommes qui ont ces comportements-là non plus, Raphaël Logier. Non, tous les hommes ne sont pas coupables. Hein, ça c'est clair, de harcèlement et encore moins de viol caractérisé. En revanche, je pense que tous les hommes sont responsables. Et moi, je me sens responsable de leur regard. Parce que c'est aussi mes fantasmes qui m'ont été transmis. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi, se dédouaner, se la jouer, etc. Parce que si on cherche à se dédouaner trop, on finit par tomber dans ce que j'appelle le paradigme Bertrand Cantat.
c'est-à-dire un individu qui est progressiste dans l'extérieur de la spirale, sur les droits, économiquement, qui est même plus bête de gauche, d'extrême gauche, anarchiste, il adore les femmes. Mais quand on en vient à sa sexualité, il n'a pas réglé le problème. Donc pour régler le problème, il faut avoir un regard clair sur sa sexualité. Ça ne veut pas dire justement qu'il faut être extrême, j'y reviens. C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer la féminité et la masculinité, parce que depuis des millénaires, nous avons construit nos fantasmes là-dessus, sur l'idée de virilité, et puis même les femmes, elles demandent une certaine virilité. Oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut, je reprends un terme qui est utilisé par Nietzsche, qui est le terme de transvaluation, au lieu de dire transformation. La transformation, ça serait, on élimine le masculin et le féminin, mais c'est non seulement pas désirable, mais en plus c'est pas possible, ça fait trop longtemps qu'on a ces fantasmes-là. Mais au lieu de les éliminer, on leur donne une autre valeur, on ouvre la définition. Là, c'est ce que j'appelle le principe du talon aiguille. Les talons aiguilles, ça a été inventé, alors qu'au départ, les talons, lorsqu'ils étaient épais et hauts, portés à la cour de Louis XIV au XVIIe siècle, c'était pour rehausser l'homme, le rendre plus viril, plus fort, plus dominant. C'est les hommes qui en portaient. C'est ça. Après, quand les femmes en ont porté, on les a rendus tellement fins, talons aiguilles, tellement pour fragiliser leur démarche, donner le sentiment qu'elles ne pouvaient pas marcher sans l'aide d'un homme, ou que ça donnait une démarche chaloupée, jolie, le charme, toujours ce charme du retrait, cette excision morale, cette excision culturelle. Bon. Eh bien, aujourd'hui, il y a des femmes qui vont travailler en basket, et quand elles arrivent sur place à leur lieu de travail, elles mettent des talons aiguilles, et elles tapent du talon et elles en font un signe de force, tout en étant sexy, tout en étant féminine. Donc elles ouvrent, elles font éclater la définition de la féminité. Le problème, c'est que les hommes n'ont pas encore fait éclater la définition de la masculinité. Il leur reste du travail à faire. Parce que les femmes, elles se sont battues depuis 2 siècles. Elles arrivent à jouir maintenant de leur corps. Elles arrivent à jouir d'un comportement dont les hommes, face auquel les hommes se sentent tellement en retrait qu'ils ne savent plus comment réagir. Donc, il faudrait que les hommes arrivent à inventer une masculinité ouverte, si vous voulez. Ah, mais on leur souhaite beaucoup de courage et on espère qu'ils le feront. Descente au cœur du mal, cet essai Raphaël Liogier est vraiment passionnant et réussi. Il est publié au Lien qui libère. Excellente fin de journée à New York. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien aujourd'hui. Merci à vous, c'est un plaisir.